à Thiès le 15 juillet 1974. Je disais que vous êtes né à Thiès le 15 juillet 1974, coïncidant avec la libération de Mamadou Dia. Après 12 ans de prison. Vous naissez donc l'année à laquelle Mamadou Dia est libéré. Était-ce vraiment une coïncidence? N'était-ce pas une annonce d'une responsabilité future de briseur de chaînes, de combat pour la liberté, de refus de toute forme d'injustice? À ces questions, nous aurons peut-être l'occasion d'y répondre. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et toute votre délégation de la France insoumise, j'allais dire votre illustre délégation, Monsieur le recteur et à travers vous toute la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités. Je disais hier au président Mélenchon, je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte pour ne pas risquer de me perdre. J'aurai moins tendance à l'articulation physique pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce qu'au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence
totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence le président Bassirou Diomaye a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul. Je voudrais à ce niveau faire une précision. Vous savez qu'il est inscrit dans les statuts de notre parti que tout membre du parti qui serait élu président de la République démissionne de ses fonctions dans le parti. Ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait. Je crois que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait ensemble, les conférences calls qu'on a organisées entre votre formation politique et la nôtre, ont été animés, co-animés par le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même. Il aurait bien voulu être dans cette salle avec nous, mais vous comprendrez bien que ces fonctions et surtout l'engagement statutaire que nous avons inscrit dans les statuts de notre parti l'en empêche. Les lignes que je vais lire tout à l'heure, Monsieur le Président Mélenchon, ont été rédigées le 26 juillet 2023, c'est-à-dire 2 jours avant mon arrestation ou mon kidnapping, comme je l'appelle. Et ces lignes avaient été partagées avec 2 de nos collaborateurs, notamment Maître Bamba Sissé, un de mes avocats, mais également un de vos concitoyens qui a joué un rôle extrêmement important dans notre groupe. Je veux nommer M. Juan Branco. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé, tout en saisissant les opportunités de collaboration future, constitue un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux. Des enjeux cruciaux tels que la migration, le commerce équitable, sans oublier la problématique des accords de partenariat économique, la lutte contre le racisme, la sécurité, le transfert de technologies et la lutte contre le changement climatique requièrent une approche concertée et résolue. Et seule une volonté commune de dialogue et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, Monsieur le Président, suppose un dialogue franc, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté.
et au développement et durable. de l'Union européenne. Je tiens à saluer la présence distinguée de cette délégation de la France insoumise sous votre direction. Messieurs, Mesdames, nous sommes les architectes de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Permettez-moi également de souligner l'importance, au-delà des politiques, du rôle que les intellectuels, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas doivent jouer dans cette dynamique de partenariat et de coopération. D'ici à 2050, les intellectuels, en tant que gardiens du savoir et de la pensée critique, ont la responsabilité de stimuler les débats et de proposer des idées novatrices pour façonner un avenir commun. Les artistes, par leur créativité et leur expression, ont le pouvoir unique de transcender les frontières et de créer des ponts entre les cultures. Leur art peut servir de langage universel pour promouvoir la compréhension mutuelle et encourager l'empathie entre les peuples africains et européens. Les sociétés civiles, en tant que voix de la conscience collective, sont les garantes des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie. Leur engagement actif peut contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité dans les processus décisionnels, garantissant ainsi que les intérêts des citoyens sont au cœur des relations Afrique-Europe. Enfin, les diasporas africaines, en Europe comme ailleurs, constituent des ponts vivants entre nos continents. Leur contribution économique, culturelle, sociale, offre des opportunités uniques de renforcer les liens entre nos sociétés. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de la relation avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre la relation avec la France qui continue à être un écran et une croix, une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend, le porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions du futur. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait venir qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Chirac. Ça étonne plus d'un, et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre.
Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment véritablement, variablement selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiment anti-occidental ou de sentiment anti-français, exprimé par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante, je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante, vous n'en faites pas partie, évidemment, par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe. Qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que nous, notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeints sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, islamiste. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français gros chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif
de l'entraver. C'est ce qui explique certainement le mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Monsieur le Président Macron, je voulais dire cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter. D'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais, et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour de 54% de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qu'est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français, et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement, des insultes, et au-delà des insultes, parce qu'il faut qu'on recadre les choses, je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large. Et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des Insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui s'est passé ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de Pastef et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voie de la France. L'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique, terre d'hospitalité, terre de liberté et terre de paix. Pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique.
très vaste sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut, jusqu'à présent, s'est passée comme nous connaissons. D'abord, par le passage à la douleur, par le passage à la douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécue. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. C'est ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats, où vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je me mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, l'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que les Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir des liens et leur apporter ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coup d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles. Je voulais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles,
suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos États. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec le modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin. Elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libérée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter. Parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Quel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent? Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas alignée à une seule monnaie. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique. Il y a des atouts dans la relation
entre les deux continents et entre votre pays et le nôtre. Ces atouts sont indéniables. Nous ne sommes pas là pour faire du nihilisme absolu. Le premier atout, c'est que nous partageons cette culture ou cette soif, au niveau des peuples en tout cas, de la démocratie et du libre choix des peuples. Je crois que le Sénégal a suffisamment démontré à travers les années, malgré les crises que nous avons traversées, que c'est un peuple qui est très attaché à sa liberté et à sa démocratie. Nous partageons également une histoire. Le Sénégal, la France, l'Afrique, l'Europe, c'est plusieurs siècles d'histoire dont les vestiges architecturaux sont encore très visibles dans tous les pôles urbains du pays. Des siècles d'histoire traversés d'épreuves douloureuses, subies ou partagées, mais qui ont créé également un lien à nul autre comparable. Nous partageons également la langue, vous en avez parlé, au point de dire que cette langue appartient à ceux qui la parlent et qui sont majoritairement sur le continent africain. Nous partageons cette option sous réserve de notre option également ferme de travailler à la promotion et au développement de nos langues nationales. Nous partageons également un corpus institutionnel et juridique. L'un des solides héritages justement de cette histoire réside dans la similitude des systèmes institutionnels et juridiques en usage dans nos pays, ce qui simplifie et stimule les rapports de travail, la mobilité professionnelle, des professions libérales par exemple. J'ai ici devant moi Maître Tine, qui est à la fois avocat au barreau de Paris et au barreau de Dakar, du Sénégal, et le partage d'expériences également. La proximité géographique, le continent qui nous est le plus proche, évidemment, est le continent européen. Et pour le Sénégal, une attention mutuelle. Tous ces éléments sont des prérequis qui peuvent valablement présager de relations privilégiées et riches si l'on sait leur donner les orientations adaptées au contexte et à l'époque. Quels sont les contours qu'il faut lui donner? Nous avons une marche extraordinaire de progression dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité énergétique et la transition écologique, des investissements dans tous les domaines. Je parle des investissements directs. Autant d'enjeux modernes pour lesquels les pays africains, largement la traîne, doivent pouvoir compter sur le partenaire européen, en sus des domaines classiques qui nous interpellent. La problématique de l'immigration, que nous ne voulons pas, dont nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas. Nous dénonçons ce phénomène plus que vous-même, parce que c'est l'élite de notre jeunesse, à la fin de l'âge, qui périt dans les océans. La problématique de la bonne gouvernance est celle de notre révolution industrielle qui est inéluctable. Je me garderai de faire les développements sur chacun de ces points, puisque j'en avais fait, mais je ne veux pas être trop long, sur la technologie, l'efficacité énergique et la transition écologique, les investissements directs et la coopération technique, les questions d'immigration et de bonne gouvernance, que je vais traiter un peu. Parce que la malgouvernance et la pauvreté sont le lit de ces tentatives morbides d'exode codifiées sous l'appellation d'immigration clandestine par le peu de perspectives qu'elles offrent aux populations africaines. J'ai dit une fois qu'en réalité, l'immigration est un phénomène naturel aussi vieux que le monde. Elle peut être justifiée par deux raisons. Simplement parce que, premièrement, les gens ne trouvent plus à s'épanouir là où ils sont installés. Ou deuxièmement, que d'autres sont venus prélever les richesses et ils suivent le même chemin que les richesses. Et je persiste encore à dire à cette jeunesse que malgré tout, la solution ne se trouve pas dans l'immigration.
et qu'aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez, et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Et sur ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartient pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet-drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie rétorquative. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé Solutions pour un Sénégal nouveau. Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exempt, car les banques centrales ayant peur de toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partir en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les conséquences. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à deux devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrais pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire,
en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui nous seraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de base militaire suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'ai bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas, je peux me tromper sur mes dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des dix missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, vous la savez. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'éco-développement. 51% de l'éco-développement vient de la zone Union européenne, dont 20%
de l'Union elle-même et les 80% de cadres bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction certaines par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je peux vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Et c'est pourquoi nos partenaires doivent comprendre que c'est là la seule issue à la délicate et teigneuse question du chômage de masse. C'est que nos pays s'organisent, en plus de la mobilisation des ressources fiscales et des droits de porte, en plus de la question monétaire qui doit nous permettre de pouvoir avoir une monnaie adaptée à nos réalités économiques, en plus du travail qu'il faut faire sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption qui nous fait perdre énormément, c'est aussi la renégociation de toutes les conventions qui ont été signées de manière léonique et qui aujourd'hui, aussi bien au niveau des clauses juridiques, des clauses financières que des clauses techniques, sont au détriment de notre peuple. Je peux dire ici, et vous ne le saviez pas, on nous a promis que le gaz commencera à être exploité cette année. Vous connaissez l'impact que peut avoir cette richesse sur un peuple. Vous allez dans des pays comme le Qatar qui, 30 ou 40 ans en arrière, on y enregistrait que des plantes dans le désert. Vous voyez ce que c'est devenu avec une bonne utilisation de leur gaz naturel. Mais si nous ne prenons pas de responsabilités, je peux assurer les Sénégalais que dans les 15 ou 20 ans à venir, le Sénégal ne gagnera pas un copec de son gaz. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ces activités. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques, qui a investi, doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'acceptons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnons presque rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2021. J'aimerais terminer par le dernier point. J'aimerais terminer par le dernier point. Nous disions hier, vous et moi, que nous avons énormément de convergences. Et je suis sûr que vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis moins sûr que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Mais on ne peut pas avoir une convergence parfaite, ça n'existe nulle part. Même entre nous, Sénégalais, entre nous, dans le cadre de notre parti, le PASTEF, nous n'avons pas une convergence parfaite. Et j'aimerais terminer sur un point qui relève beaucoup plus des aspects culturels, sur lesquels les échanges doivent être prudents du moins. Sur l'aspect culturel, qui relève souvent de la foi et qui déclenche beaucoup de passion. Chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions. Et vous aviez dit tantôt également, je l'ai noté, que la crise de l'humanité ne peut se résoudre que par le contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas une seule société humaine. Il peut y avoir un certain nombre de valeurs universelles. Mais il y a des spécificités qu'il faut reconnaître, connaître, comprendre et accepter. Et donc, la question liée aux mœurs
la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ, risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. Cette question subitement érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales que nous respectons quand ça relève de leur réalité. Et cette question corrélée à celle des nouveaux droits tels que ceux liés au genre cristallise énormément de passion et d'incompréhension tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques à la vision diamétralement opposée sur la question. D'aucuns même lient l'exacerbation de ce qui est perçu comme un sentiment anti-occidental dans beaucoup de parties du monde, non pas aux divergences politiques ou économiques, mais plus à une certaine propension de ce dernier à essayer d'imposer sa vision et ses pratiques sur des aspects qui relèvent de réalités sociales et sociologiques ancrées et donc du dogme et de la passion. Le Sénégal est un pays optionnellement et fondamentalement laïque, non pas dans le sens d'un État athée, mais plutôt d'un État équidistant et respectueux de tous les cultes, et d'une tolérance sociale, religieuse, ethnique et raciale universellement saluée et donnée en exemple. Rien ni personne ne remettra en cause ce modèle séculaire qui précède même l'avènement de l'État sénégalais moderne. Cependant, même si nous partageons une ossature universelle de la laïcité, chaque société l'adapte à son contexte et à ses réalités socioculturelles. Celle du Sénégal, je viens de le rappeler, n'est pas faite de séparation rigide de l'État et de la religion, mais d'une complémentarité contenue faisant de l'État un acteur assumé du fait religieux qu'il encadre et finance même, et des religieux, des régulateurs sociaux indispensables à l'apaisement et à la stabilisation de la vie politique et sociale. Ceci est rendu possible et même indispensable par la texture socioculturelle du peuple sénégalais, au sein duquel le spirituel occupe une place importante, chrétiens, musulmans ou adeptes des religions traditionnelles confondues. Président Mélenchon, c'est ce modèle qui explique en partie le statut exceptionnel du Sénégal et qui lui a permis de demeurer au niveau de stabilité, tout juste troublé par quelques revendications irrédentistes dans le Sud. Il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer, encore une fois, l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers. Nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés. Il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions. Elles les connaissaient, elles les géraient à leur façon. Elle n'est nulle part d'ailleurs et est presque consubstantielle à l'humanité. Elle ne peut être donc l'apanage de l'Occident. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un mort à mort.
Si telle est la culture, le mode de vie de la France et de l'Europe. La France particulièrement et de tout le monde occidental, et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénoncent. La France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à les musulmans de s'habiller comme les musulmans. Si cela est conforme à la culture, au mode de vie, aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gour Djiguen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socio-culturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la réalisation de ce phénomène. Pour conclure, je dirais à monsieur pour conclure que contrairement à une opinion qui est de plus en plus répandue, je suis optimiste pour l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Je suis optimiste pour l'avenir des relations entre la France et l'Afrique et le Sénégal. Mais pour que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Un discours éclairé, réaliste
qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque un tournant que seule l'élite européenne ne comprend pas encore. Il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne, c'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France en 2027 et que les insoumis puissent être nos correspondants à partir de ce moment pour qu'ensemble nous puissions faire les pas importants que nous devons faire. Je vous remercie.